Alors, vidéo importante aujourd'hui sur les antibiotiques. Pour rappel, un antibiotique, donc c'est parmi le top 4 des causes pour lesquelles les gens viennent nous voir en accompagnement ou juste en DM Instagram. Pour ceux qui se rappellent, dans une ancienne vidéo, j'avais énoncé ce schéma classique, donc des gens qui viennent nous voir après avoir subi un traitement, donc ici antibiotique, et qui se sentent bien pendant qu'ils prennent le traitement, et depuis qu'ils arrêtent, eh bien c'est la véritable débandade, et les gens collectionnent les pathologies. Voilà. Donc souvent, ce type de médicament, en fait, c'est la porte ouverte à de nouveaux problèmes plus tard. Et là, donc, trois contextes possibles. Soit les gens reprennent des médicaments par panique parce que bah, c'est vrai que ça marche, mais de toute façon, en antibiotique, on verra, bah, c'est pas automatique, comme le slogan le dit si bien. Donc là, c'est un cas un peu particulier. Soit les gens vont voir des spécialistes, mais souvent, bah, les conseils sont pas très pertinents et bah, ils continuent à boucler. Voilà, c'est le désert absolu, comme ce petit pictogramme l'indique. Ou des gens cherchent par eux-mêmes, mais encore une fois, comme on est tous perdus dans ce flot d'informations, et ben les gens sont également perdus et ils ne savent pas quoi faire. Bon bref, donc si dans ce petit schéma que je viens de te faire, tu te reconnais dedans, eh bien je t'invite à regarder la vidéo, mais également les autres, parce que ça va grandement t'intéresser. Il y a également d'autres médicaments qu'on va aborder, comme les antiacides, antidépresseurs, donc antibiotiques ici, et également les anti-inflammatoires. Donc pour démarrer, donc antibiotique, c'est bien biotique. Ça paraît débile dans ce que je raconte, mais un antibiotique, ça ne marche pas sur les virus, les levures et les parasites, ça ne marche que sur les bactéries. Parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, on prescrivait des antibiotiques à tour de bras, alors qu'en fait, les problèmes n'étaient pas bactériens, mais étaient viraux. Donc ça ne sert absolument à rien. Pour comprendre un peu comment ça fonctionne, alors j'ai essayé, parce que à l'époque, j'avais fait une grosse vidéo de 1 h 30 sur les antibiotiques, c'était un peu long et barbant, donc là, j'ai essayé de vous simplifier le truc à mort pour que tout le monde puisse comprendre. C'est extrêmement simple. Les antibiotiques ont plusieurs modes d'action pour pouvoir tuer là où les bactéries ciblent. Un antibiotique, il est soit donc bactéricide, ça veut dire qu'il va véritablement tuer une bactérie, soit il est bactériostatique, ça veut dire qu'il va empêcher la prolifération. Donc c'est deux mécanismes différents. Parmi donc ces deux mécanismes, on a trois façons de tuer ou d'empêcher une bactérie de proliférer. Avant d'expliquer, on mate ce petit schéma. Donc la bactérie, c'est ce petit truc vert. Une bactérie, c'est hyper intelligent, alors ça on verra après, mais une bactérie, c'est extrêmement intelligent. Des bactéries, ça fait des milliards d'années que ça existe. Hein, ce sont des petits organismes qui sont là depuis bien avant nous. Donc autant vous dire que les bactéries, en termes de résilience, de tactique, de ruse et d'adaptation, elles nous mettent juste une vitesse. Tout comme les parasites d'ailleurs, moi ça me fascine comme sujet, mais les bactéries c'est extrêmement intelligent. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est hyper intelligent. Donc les bactéries enveloppent leur propre patrimoine génétique, donc leur propre ADN, et il est protégé par une membrane. Voilà. Et dans cet ADN, tout comme nous, elles ont besoin donc, de différents éléments pour pouvoir traduire et décoder l'information génétique qui va ordonner à des protéines de, par exemple, synthétiser la paroi bactérienne pour qu'elle se protège, etc., etc. Donc on a trois choses intéressantes. On a un, synthèse d'ADN, deux, une synthèse, plutôt un décodage de protéines qui vont servir pour d'autres fonctions, et troisième info importante, il y a une paroi protectrice. Ces trois éléments-là sont les trois cibles d'attaque des antibiotiques. Les antibiotiques, en fait, il y en a qui vont euh, attaquer, enfin inhiber plutôt la synthèse d'une paroi, donc la paroi protectrice. Donc sans paroi, la bactérie n'a pas de protection et donc elle explose et tout son matériel génétique se dilue et elle meurt comme ça, c'est magnifique. Mais des bactéries très intelligentes possèdent des endotoxines. C'est pour ça que des fois, quand on tue des bactéries, eh bien, on se tape plein de symptômes derrière, parce que ces bactéries sont très intelligentes et telles un peu des kamikazes, voilà, elles meurent et au passage, elles libèrent plein de toxines et même d'autres bactéries libèrent des spores pour répliquer d'autres bactéries en mourant. C'est très intelligent. Ces antibiotiques les plus connus sont l'amoxicilline, l'augmentin, alors ça c'est très important aussi. L'amoxicilline fait partie donc des antibiotiques à pénicilline, et les pénicillines sont des antibiotiques d'une plus grande famille qu'on appelle les bêta-lactames. Ça vous dit rien, c'est pas intéressant de mémoriser ça, on s'en fiche, c'est pas grave. Mais si vous voulez, dans les antibiotiques qui marchent à la pénicilline, on va retrouver dans la formule chimique ce qu'on appelle le cycle bêta-lactame. Le bêta-lactame, c'est lui qui va être responsable de l'action sur la paroi, enfin la synthèse de paroi bactérienne. En gros, sans ce cycle bêta-lactame, l'antibiotique, il sert à rien, quoi. Eh bien, figurez-vous que des bactéries se sont adaptées pour sécréter une enzyme qui permet de contrer le bêta-lactame, qu'on appelle donc la bêta-lactamase. Quand il y a ase en général en dessous, enfin en suffixe, pardon, c'est que c'est une enzyme. Une enzyme, ça dégrade un truc. Et ici, les bactéries, elles peuvent dégrader le noyau bêta-lactame qui compose la pénicilline. Voilà, trop fort. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, êtres humains hyper intelligents? On a inventé des antibiotiques qui marchent au bêta-lactame, mais on a ajouté en plus dedans un inhibiteur de la bêta-lactamase pour empêcher les bactéries d'inhiber le bêta-lactame dans l'antibiotique originel. Vous trouvez ça absurde? Moi aussi. Donc, on a inventé l'augmentin. L'augmentin, en fait, c'est de l'amoxicilline avec un inhibiteur de bêta-lactamase. Donc, en gros, c'est un antibiotique avec un truc en plus qui va empêcher la bactérie d'inhiber la fonction de l'antibiotique de base. C'est un petit peu une sorte de jeu d'échecs, de mind game, de jeu de stratégie entre qui de la bactérie ou l'antibio va gagner ce duel. Pour l'instant en tout cas, on parlera ensuite d'antibiorésistance, hein, parce que vous en doutez que plus on prend le même antibiotique,
plus les bactéries deviennent résistantes, parce que 1, elles s'adaptent, et 2, on verra ensuite, mais si l'ère des pénicillines est en train de progressivement diminuer, eh bien l'ère des antibiotiques avec inhibiteurs de bêta-lactamase, elle progresse jusqu'à un certain point, on ne sait pas encore quand, ça va s'arrêter, mais un jour, peut-être qu'on aura des bactéries qui vont pouvoir inhiber l'inhibiteur de bêta-lactamase. Voilà, je vous dis, les bactéries sont beaucoup trop fortes. Donc bref, sans paroi, pas de protection. D'autres antibiotiques, donc très connus, doxycycline, hein, très connu également, clarithromycine, streptomycine, elles vont empêcher la synthèse de protéines. On l'a vu juste avant, ça va empêcher donc la lecture de l'ARN messager. C'est pas important de savoir pourquoi et comment, mais en gros, ça permet de décoder l'information et de donner des ordres à des protéines. Basiquement, ces protéines qui ont des ordres, elles vont pouvoir établir leur propre fonction de protéines, enfin d'acides aminés en l'occurrence, mais si on inhibe l'activité de ces unités, on appelle ça des ribosomes, hein, sur le schéma, je tente de simplifier à mort, mais c'est très compliqué. Si on inhibe l'activité des ribosomes, donc c'est les petites bulles qui sont ici, et qu'on empêche dans ces ribosomes de lire et donner l'information, eh bien on empêche les bactéries de remplir leur fonction. Et comme on n'a plus de protéines qui remplissent aucune fonction, la bactérie meurt parce que littéralement tout ce qui en est ne tourne plus, ne sert plus à rien. Donc sans protéines décodées, la protéine ne tourne plus, ne fonctionne plus. Et enfin, autre système, donc avec une inhibition de la synthèse de l'ADN, les bactéries, je ne l'ai pas dit, ont une capacité de pouvoir se dupliquer elles-mêmes. Voilà, elles peuvent copier leur patrimoine génétique afin de se dupliquer sans avoir de partenaire, etc. Donc de une bactérie, on peut en avoir deux. Donc si on vient inhiber la synthèse ADN, eh bien on empêche la bactérie de pouvoir se démultiplier et donc de proliférer. Donc ça rentre dans la case en général des antibiotiques bactériostatiques, comme on a pu le voir avant, avec un des plus connus, la ciprofloxacine. Donc sans ADN, pas de duplication, tu meurs et j'ai gagné. Donc voilà, en gros, j'ai essayé de simplifier à fond pour que tout le monde puisse comprendre. Mais voilà, on a 3 modes de fonctionnement pour nos antibiotiques. Pas de paroi, pas de protéines, pas d'ADN. Problème, c'est que autant ne pas prendre d'antibiotiques, c'est une chose. Autant beaucoup de gens en ont pris, et même ceux qui n'en prennent pas, ils peuvent y être soumis. Parce que sachez que plus de la moitié des antibiotiques mondiaux qui sont produits sont à destinée animale. Voilà. Donc si vous mangez des viandes, ou vous mangez des œufs, des poissons, etc., de très mauvaise qualité, il y a d'énormément de chances pour que vous mangiez des résidus d'antibiotiques, et donc que vous moduliez votre flore intestinale à cause des antibiotiques qui restent dans les viandes que vous mangez. Donc c'est pas un message pour vous dire arrêtez de manger de la viande, parce que de toute façon les produits végétaux ont leurs problèmes aussi, hein, de pesticides, etc. Simplement que c'est un rappel pour vous dire que la qualité, ça compte bien mieux que la quantité. Même si au niveau du portefeuille, c'est différent, je vous l'accorde, mais c'est mieux de manger moins, mais mieux. C'est mon petit conseil. En tout cas, sur le long terme, en termes de santé, vous verrez que c'est beaucoup plus rentable. Et cette antibiorésistance, on va en parler juste ensuite, elle peut être directement induite par une consommation humaine d'antibio au hasard quand on vous en prescrit. Qu'est-ce que c'est l'antibiorésistance? Souvent, on parle d'une seule. Il y a un seul scénario qui est expliqué. Voilà, moi je vous le dis, il y en a deux. Alors le premier, c'est donc, on a un panel de bactéries, donc ici, les jaunes et les vertes, pour comprendre c'est beaucoup plus simple. Les bactéries, normalement, c'est une sorte de symbiose. Il y a un équilibre. Là, il y a deux jaunes, deux vertes, ok. Ce qui peut se passer quand on prend un antibiotique, c'est que si ça tue toutes les jaunes, admettons, voilà, ça c'est la flore après. Si on tue toutes les jaunes, ça laisse de la place, entre guillemets, pour les vertes de proliférer. Voilà, comme c'est un équilibre entre jaune et vert, si on tue plein de jaunes, et les verts, ils se frottent les mains, et ça peut proliférer tranquillement parce que l'ennemi jaune n'est plus là. Et donc, les bactéries vertes prolifèrent à mort. Donc ça, c'est un vecteur de dysbiose, on va dire par une prolifération, parce que la bactérie qui est censée garder l'équilibre derrière, en miroir entre jaune et vert, elle n'est plus là parce qu'elle a été tuée par l'antibiotique. Et encore, ça c'est quand on a de la chance. On parlera des spectres. Donc le spectre, en gros, c'est la cible de l'antibiotique. Mais quand on arrive à tuer une seule espèce de bactérie, on a de la chance. Sinon, autre système, c'est que, admettons, sur un panel de bactéries, voilà, on a ici deux vertes et deux jaunes. L'objectif de l'antibiotique qu'on prend, c'est de dézinguer toutes les bactéries jaunes. Admettons, on va en tuer peut-être 98% des bactéries jaunes, et parmi ces bactéries jaunes, il restait 2%. Et en fait, c'était des bactéries jaunes qui étaient beaucoup plus fortes, beaucoup plus résistantes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme elles se dupliquent toutes entre elles, eh bien on va avoir une petite prolifération de bactéries jaunes super résistantes à l'antibiotique. Donc ensuite, hop, elles vont proliférer entre elles, et là on va avoir une armée de bactéries jaunes hyper fortes, rendant l'antibio inefficace. Donc c'est deux scénarios différents, d'ailleurs celui-ci qu'on rencontre le plus fréquemment, mais l'antibiorésistance c'est un truc de réel, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on répète tout le temps, les antibiotiques c'est pas automatique, hein, c'est à cause de ça. Sauf que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils cultivent une antibiorésistance à cause des produits animaux de mauvaise qualité, mais également quand ils vont à l'hôpital. Là pareil, aparté par rapport à ça, j'ai passé beaucoup d'appels et j'ai beaucoup de DM Instagram avec des gens qui proviennent du milieu hospitalier. Et quand on est en milieu hospitalier, j'y ai bossé pendant plus d'1 an, on est en contact avec des gens qui sont forcément qui sont malades, qui sont sous antibiotiques, et on vit et on baigne au quotidien dans un milieu
confiné et qui est ultra aseptisé. Donc niveau activité bactérienne, autant vous dire que c'est super variable et altéré, bien évidemment. Donc souvent, les gens qui restent très longtemps en milieu hospitalier, ils développent en général des grosses faiblesses immunitaires. Et pareil, niveau flore intestinale, bah, c'est souvent pas le top, quoi. Donc notion fondamentale également à comprendre, c'est le spectre. Donc spectre large, spectre étroit, très simple à comprendre. Spectre large, c'est en gros, bon, on ne sait pas trop quelle bactérie pose problème chez toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un antibiotique qui va tirer dans le tas, en espérant que dans le tas en question, il y ait la bactérie qu'on voulait tuer. Super. Donc ça, c'est un spectre extrêmement large. Donc en gros, voilà, on tire dans le tas en espérant que ça marche. Ou alors spectre étroit, on sait exactement la bactérie qui pose problème, et donc on va donner un antibiotique qui va tuer juste celle-là. Pour le coup, ça, je dis pas que c'est mauvais ou que c'est pas mauvais, c'est déjà quand même beaucoup plus intelligent en termes de prise de décision. Sauf que bah, la grosse majorité des médicaments prescrits, antibiotiques, sont à spectre large, donc ça pose un petit problème. On a également tout ce qui est relatif à la toxicité. Ça, pareil, c'est hyper important. La plupart des antibiotiques sont excrétés par voie rénale. Donc si on a déjà des insuffisances rénales, votre médecin le saura de toute façon, mais si on a une insuffisance qui est rénale ou qui est en passe d'arriver, sachez juste que prendre ces médicaments-là, ça va les faire travailler comme jamais. Je vous dis. Pareil, beaucoup d'antibiotiques sont dits autotoxiques, donc autotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour la sphère ORL. Pas pour rien d'ailleurs qu'on a souvent des cas d'otite et d'acouphènes en réaction à des traitements antibiotiques. C'est également toxique pour le foie. Voilà. Un truc hyper simple, vous allez aller voir sur un site très connu qu'on appelle le Vidal. Voilà. Si vous prenez encore un médicament à l'heure actuelle, n'importe lequel, vous allez sur Vidal, vous tapez médicament en question, vous descendez et vous regardez la liste des effets secondaires. Comme ça vous mettra un peu au courant. Photosensibilité, donc des flashs dans les yeux, la difficulté à regarder la lumière. TMS, donc c'est des troubles musculo-squelettiques. Sachez que bien des antibiotiques vont agir comme des chélateurs du calcium. Le calcium, ceux qui s'en rappellent, la vidéo sur hydratation, le calcium, ça sert à la contraction musculaire. Donc, si notre calcium est trop inhibé, ça vient altérer ce phénomène et générer des troubles musculo-squelettiques. Des ulcères également, ça c'est un truc qui est assez récurrent. Mais si je repasse sur ce que j'ai dit juste avant, avec le spectre, l'antibiorésistance, etc., ça va forcément moduler et faire varier l'activité de notre microbiote. Et comme les bactéries vont mourir par grands paquets, malheureusement, dans le tas, on a des bactéries qui vont être productrices d'acide. Donc là, petite parenthèse, on va parler de pH. Alors le pH, donc ça veut dire potentiel hydrogène, c'est pas important, on s'en fout, mais en gros, dans notre intestin, il y a un pH voilà, qui doit être respecté. Le pH, ça va de 1 à 14. 1, c'est acide, 14, c'est alcalin. Quand le pH il est trop acide, il y a un problème. Quand c'est trop basique, il y a un problème aussi. Dans votre corps, il y a différentes régions qui ont leur propre pH. Par exemple, l'acide gastrique qui fait défaut chez beaucoup de gens avec qui je parle sur Instagram, eh bien, leur pH, il est trop basique. Donc, normalement, un pH gastrique qui est performant et optimal, c'est 1, 2, 2,5. Ça, c'est un bon pH gastrique. Par contre, il y a peut-être des gens qui vont vraiment galérer à digérer leurs protéines parce que leur pH, il est trop basique. On est des fois, hein, donc souvent, c'est des gens qui sont des ressortissants de diète végane et ils ont un pH qui est, je sais pas moi, de 4 ou de 5, donc c'est énorme. Et donc, dans l'intestin, on a des bactéries qui permettent de maintenir un pH suffisamment acide parce que en milieu alcalin, si votre pH intestinal est trop alcalin, malheureusement, ça peut engendrer la prolifération de levures. Et une qui est très connue, c'est le candida albicans. Et le nombre de candidoses que je vois qui sont induites par la prise d'antibiotiques, ben c'est monumental. Pareil, l'influence que ça va avoir par rapport à votre porosité intestinale, gros vecteur d'intolérance alimentaire. Pareil, les gaz, parce que ça fermente. Votre flore est totalement modulée, je dirais pas détruite, hein, mais franchement, elle est complètement à l'envers. Elle est complètement à l'envers quand vous prenez des antibiotiques. D'accord. Donc ça engendre de la fermentation parce que des bactéries meurent, donc forcément d'autres vont proliférer, on a déjà vu avant, hein, quand des bactéries meurent, d'autres prennent le terrain. Transit variable, problème cutané, des carences. Sachez que vos bactéries de base, elles peuvent métaboliser en tout cas une très grande partie de votre vitamine K et B12. Donc si vous avez des carences en ces deux micronutriments précis, très suspect également. Le problème, c'est que les pseudo-solutions qui sont apportées par la plupart des pratiquants en prévention un petit peu de ces problèmes-là, c'est soit de l'ultra-levure, vous connaissez je pense. L'ultra-levure, en fait, c'est une souche qu'on appelle Saccharomyces boulardii. C'est une seule souche. Une seule. On ne répare pas une flore avec une seule souche. D'autant plus que une souche, tout comme des probiotiques, ça ne permet pas d'agir sur la présence de levure, l'état de la muqueuse, la fermentation, le transit, etc. La présence de souches, ça va avoir une influence sur la composition de votre biote, et dans une certaine limite. On se rappelle, dans une ancienne vidéo, je disais qu'il faut chercher la cause de la cause. Si à cause de l'antibiotique, vous avez maintenant une candidose et plein d'intolérances, sous-entendu un biote déglingué avec une levure qui prolifère et une porosité intestinale qui est peut-être induite par l'antibiotique et deux qui est alimentée par la candidose, ça ne sert à rien de prendre du Saccharomyces boulardii, ça ne sert à rien de prendre de l'ultra-levure. Avant de
prendre des bactéries externes pour compenser le fait qu'on a tué plein de bactéries avec un antibio. Si au passage la muqueuse c'est devenu une passoire et qu'on a des levures, donc des champignons qui prolifèrent, euh, on s'occupe de la muqueuse, on s'occupe de la candidose, et après on verra à la fin quand le terrain sera propre et assaini pour réintroduire des bactéries. Mais c'est l'étape finale, ça, c'est pas l'étape préliminaire, et c'est encore moins une prévention. Probiotique, c'est un peu le même système, ou alors on va vous dire de manger très fibreux parce que les fibres, ce sont des prébiotiques, et donc les prébiotiques, c'est bien parce que ça vient nourrir les bonnes bactéries intestinales. Voilà, ça, on vous ressort à toutes les sauces. Mais grosso modo, voilà la conclusion. Mais grosso modo, la conclusion, c'est ça dans cette vidéo, c'est que ça, c'est votre flore intestinale, donc magnifique forêt, très verte, très dense, c'est génial. Malheureusement, dedans, il y a un arbre ou deux voilà, qui sont malades. Et donc, on va se dire, ok les gars, voilà, on ne sait pas trop quel arbre est malade. On sait que dans cette forêt, il y en a deux qui sont vraiment mal en point. Et bon, il y a des risques que ça prolifère et que toute la forêt soit malade. Donc pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de prolifération, on va tout cramer. Voilà, on crame tout. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a plus d'arbres malades. Et après, bon, on ira replanter deux trois graines à la con et puis c'est bon, ça repoussera quoi. Vous trouvez ça absurde? Moi aussi. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe quand vous prenez un antibiotique à spectre large. Voilà, ça vous fait rire? Bah, pas moi, parce que au vu du nombre de DM que je reçois, ce que je raconte là avec la forêt qui crame, hein, c'est tous les jours, vraiment tous les jours. Donc voilà, ça c'est pas une vidéo qui va vous donner des solutions, c'est une vidéo qui va vous faire réfléchir. Si à l'heure actuelle, vous avez plein de symptômes et que pour vous ça découle de cette prise et de cet arrêt d'antibiotique, déjà allez voir les autres vidéos qui parlent de vos problèmes précis, d'accord? Si jamais vous voulez des conseils plus précis, encore une fois, l'espace commentaire est là pour ça, les DM Instagram sont là aussi, et pour ceux qui veulent aller plus loin, comme d'habitude, nous on propose de l'accompagnement personnalisé avec Carla, et nous on sera ravis de vous aider. Donc voilà, vidéo plutôt info, vidéo un peu prise de conscience, etc. C'est pas une vidéo solution. J'aime pas ne pas donner de solution, mais là c'est juste à titre d'info. Les antibiotiques, c'est quelque chose que enfin, si on peut éviter, c'est mieux. Malheureusement, on y est tous passés, moi y compris. D'ailleurs, à l'époque, comme j'étais supposé allergique à la pénicilline sans que ce soit vérifié, eh bien le problème c'est que la pénicilline, c'est tout le temps le truc qu'on prescrit en premier. Et donc on m'a prescrit des antibiotiques qui n'étaient pas forcément recommandables pour moi mon âge à l'époque. Bon, bref, je vais pas faire un speech sur ça là-dessus aujourd'hui. Carla également, elle c'est même encore pire. Elle vous en parlera dans une autre vidéo sûrement, hein. Mais elle a pris 4 ans d'antibiotiques. C'est juste énorme, 4 ans, hein. Sachez que même 2 semaines d'antibio il y a 3-4 ans, ça peut avoir encore des répercussions à l'heure actuelle. Voilà. Ça paraît rien parce que c'est que 2 semaines il y a 4 ans, mais ça peut encore avoir des répercussions. Donc voilà, vidéo info. S'il y a des questions, il y aura nos réponses. Et si vous voulez aller voir nos autres vidéos, eh bien allez-y, la chaîne est faite pour ça. Merci beaucoup.